métier d'infirmière est pour moi une vocation, mais j'ai l'impression d'avoir tout sacrifié, ma santé physique et mentale, et surtout ma famille et mes enfants, pour un métier où je ne m'y retrouve plus et qui ne donne plus sens à ma vie. J'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi, j'arrivais plus à dormir, du moins je me reposais physiquement, mais j'avais systématiquement des ruminations incessantes, et même quand je dormais, je faisais énormément de cauchemars qui bien sûr parlaient de mon travail. Je dirais que mon état d'esprit au travail est stressé parce qu'on nous en demande toujours plus dans un laps de temps restreint. Il faut toujours se dépêcher, aller plus vite. Pour moi, c'est du stress. On a toujours peur d'oublier quelque chose, de mal faire quelque chose. On nous en demande toujours plus. Je suis infirmière libérale et depuis quelque temps, je me demande si je vais continuer. J'effectue des soins qui, pour un grand nombre, ne me sont pas rémunérés, soit parce qu'ils font pas partie de la nomenclature, soit parce que je fais plusieurs soins chez la même personne et que le deuxième est payé à 50% et les autres sont gratuits. Je vais travailler des fois à perte parce que je mets plus dans l'essence que dans ce que me rapportent mes soins. Je trouve qu'il y a un fossé en fait entre les études et le travail. Et j'ai découvert en fait un milieu où je pensais même pas que qu'on pouvait s'occuper de personnes de cette manière-là. C'était de la maltraitance. Je trouve qu'il y a un gros problème de management et ça serait vraiment bien qu'un jour l'hôpital et les directions d'établissement s'en occupent pour arrêter de faire perdre du personnel inutilement. Je suis infirmière depuis 14 ans. C'est une reconversion. C'était un rêve qui s'est transformé en cauchemar. J'ai fait un burn-out il y a 3 ans. J'ai été arrêtée 6 mois. J'ai repris mon travail. 3 mois plus tard, j'avais un cancer. 18 mois d'arrêt de travail. J'ai repris mon travail. Et lorsqu'on a pointé du doigt les manques et les difficultés, les dirigeants nous ont répondu que nous ne savions pas nous adapter. Tout cela pour un salaire indécent, une vie sociale amputée. On comprend mieux pourquoi les professionnels désertent et le manque d'attirance pour ces métiers pour les plus jeunes. Actuellement en burn-out, ce qui m'a conduit à cette situation est sans doute un manque de reconnaissance, passant pour moi par de l'évolution, de la formation, chose qui existe très peu, même quand on est extrêmement impliqué dans son métier. Les difficultés majeures que j'ai pu rencontrer sont le manque de reconnaissance et de valorisation, qu'elle soit verbale ou financière, un management dénué d'écoute, de bienveillance et de transparence, le manque d'humanité et de ne plus me retrouver dans un métier que j'aimais tant. Après 22 ans de bons et loyaux services, je quitte mon métier d'infirmière. Je place l'humain au cœur de ma pratique et malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. La charge mentale liée au mode d'exercice en libéral est immense. Après 8 ans d'exercice, 2 burn-out, 2 ans d'arrêt de travail cumulé, je peux dire avec certitude que si j'avais su les conditions réelles du métier d'infirmière, je n'aurais pas choisi ce métier. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, que vous soyez journaliste ou soignant. C'est important pour nous de vous faire entendre des paroles d'infirmières, d'infirmiers, parce que vous allez voir que le résultat de l'enquête, c'est vraiment des témoignages de terrain. Et ça me paraissait important de vous faire vraiment écouter leur voix, puisqu'on est vraiment là pour parler en leur nom. Donc on est là aujourd'hui pour vous parler de la grande enquête que l'on a menée ensemble sur le vécu au travail des infirmières et des infirmiers. J'ai la grande joie du coup d'être entourée de Betty Maman, qui est rédactrice en chef de infirmier.com, donc un gros média dans le monde infirmier. Bonjour, donc je suis Betty Maman, directrice de la rédaction du site infirmier.com, et je veux juste dire un mot, c'est que je suis très heureuse que nous soyons partenaires de cette étude parce qu'elle circonscrit vraiment pour nous les attentes et le ressenti de la communauté infirmière tel que nous, en tant que médias, on a tendance à l'observer à travers notre site. Merci. Et du coup, donc pour l'enquête, on était partenaire d'infirmier.com et également de l'association SPS, donc Soins aux professionnels de santé. Et donc, j'ai la très grande joie aussi d'être avec Catherine Cordibert, qui est directrice générale de SPS. Et donc, c'est aussi grâce à SPS qu'on est aujourd'hui dans la Maison des Soignants, qui est un lieu vraiment ressource. Je laisse vous présenter. Merci Charlotte, merci donc à Charlotte K, merci à Bipop, merci à infirmier.com, merci à Marie et toute l'organisation. Donc effectivement, bienvenue à la Maison des Soignants, qui est une initiative de l'association SPS,
qui a été ouverte en août 2021, suite à plusieurs missions effectivement de l'association. Je vous invite à venir découvrir toutes les missions à 13h15 cet après-midi. Donc très fière effectivement parce que au-delà d'avoir des partenaires pour présenter cette étude qui est marquante, à la fois qualitativement et quantitativement, ça signe effectivement l'urgence d'apporter des solutions pour les infirmiers et les infirmières, pour tous les professionnels de la santé. La Maison des soignants où vous êtes aujourd'hui répond à une partie, effectivement, est une des solutions. Et j'ai hâte, hein, comme vous, même si j'ai eu quelques chiffres en avant-première, de découvrir la souffrance, mais aussi des solutions qu'on pourra peut-être mener ensemble et écrire ensemble et surtout agir et évaluer, parce que maintenant, on n'est plus dans le constat, mais vraiment dans l'action pour essayer de trouver des solutions pour que nos infirmières, et les infirmiers, qui sont les piliers en fait du parcours de soins, puissent enfin retrouver du sens et la bonne santé. Merci à Charlotte pour votre intervention et votre initiative sur cette enquête, et puis notre beau partenariat, puisque ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, y compris tous les partenaires qui sont dans la salle, pour apporter à tous ces soignants en fait, des solutions pour aller mieux. Merci Catherine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Charlotte, ancienne infirmière. J'ai arrêté de travailler à la fin de la première vague du Covid. Et du coup, je suis la fondatrice du collectif Charlotte K, qui est un collectif qui aide les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle. Donc on les aide à évoluer en priorité au sein de leur métier. Et donc on est une équipe d'anciennes infirmières qui se sont toutes reconverties et qui avons vraiment à cœur de faire évoluer le métier. Et donc depuis 3 ans que le collectif existe, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes. Des problèmes de plus en plus importants, et on a voulu vraiment chiffrer ça et rendre ça concret. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé la grande étude. J'ai la joie aussi d'être avec donc Flora et Chloé qui représentent IFOP, donc l'institut avec lequel on a mené cette grande enquête, et qui vont vous présenter du coup les chiffres de l'enquête. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant toute chose, merci à Charlotte K de nous avoir sollicité pour cette enquête. Je pense que vous avez entendu toutes les paroles, les témoignages déjà qui ont été dits. Et c'est vrai que nous, à l'IFOP, avec Chloé, on travaille dans une expertise qui s'appelle Work Experience, et qui a cœur de mesurer justement le vécu au travail des salariés, enfin de tous les actifs. Et plus spécifiquement, on était du coup très contents de pouvoir travailler sur le sujet spécifique des infirmiers et des infirmières, et de mettre à jour leur vécu, et ça n'aurait pas été possible sans Charlotte K. Donc merci pour cette opportunité. Donc sans plus attendre, je vais commencer par un petit point méthodologie. Donc grâce à la communauté d'infirmiers en ligne de Charlotte K, on a pu solliciter un grand nombre d'infirmières et d'infirmiers. On en a 4183 qui ont répondu à l'enquête. Donc c'est un échantillon qui est extrêmement solide. Ça veut dire qu'on a des marges d'erreur très faibles. Donc c'est vraiment, ça nous permet de nous appuyer vraiment sur des résultats fiables. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a redressé cet échantillon sur la base des statistiques de l'adresse pour avoir un échantillon représentatif, que ce soit en termes de sexe, d'âge et de mode d'exercice. Donc comme ça, on est sûr que vraiment les personnes qu'on a interrogées représentent bien l'ensemble des infirmières et des infirmiers français. Et puis un dernier point, donc on a mené cette enquête tout au long du mois de mars 2023. Je vous donne encore quelques chiffres et ensuite je passe la parole à Chloé pour présenter la première partie. Donc quelques données sur les personnes qu'on a interrogées. La première chose à avoir en tête, mais je pense que vous le savez tous puisque vous êtes très proche de la profession, il y a 87% de femmes. Donc les infirmiers sont très souvent des infirmières. En termes de tranche d'âge, on voit qu'il y a quand même plus des 2/3 qui ont 35 ans et plus. Donc c'est aussi une profession qui est plutôt vieillissante, avec un renouvellement qui est pas totalement amorcé. Vous voyez aussi le différentiel de mode d'exercice, avec quasiment les 2/3 de salariés hospitaliers, mais aussi des personnes qui travaillent, qui sont salariés hors structure hospitalière. Et puis on a quasiment 20% d'infirmiers libéraux ou mixtes, et on verra qu'il y a des résultats qui peuvent être différents aussi en fonction de la structure d'exercice. Et puis encore,
encore quelques chiffres, si vous regardez tout à droite de l'écran, un point qui nous a marqué, c'est qu'on leur a demandé si ils et elles travaillaient en horaire décalé, en horaire de nuit, etc. Enfin, tout ce qu'on appelle les horaires atypiques. 81% des personnes qui travaillent dans la profession travaillent en horaire atypique. Donc on est déjà sur quelque chose, sur une situation de travail qui n'est pas, on va dire, normale, entre guillemets. Et puis également, parce qu'en fait on ne sépare pas vraiment vie personnelle et vie professionnelle, et les deux s'influencent, on a un tiers des soignants interrogés, même plus d'un tiers, qui sont en situation d'aidant dans leur vie personnelle. Donc ça ajoute aussi une contrainte à la vie, et ça influence également la vie professionnelle. Je te passe la parole. Bonjour à tous. Du coup, pour rentrer clairement dans le vif du sujet, on va commencer par quelques données qui font cadrage sur la satisfaction à l'égard de sa situation professionnelle actuelle et la perception du métier. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier indicateur qui pour nous est tout à fait marquant, qui est la satisfaction globale à l'égard de sa situation professionnelle, et où l'on constate que seuls 36% des infirmiers et infirmières déclarent être satisfaits, dont 22% qui ne sont pas du tout satisfaits de leur situation et seulement 3% qui le sont tout à fait. Et donc, au-delà de ce chiffre, donc, on voit que c'est simplement presque un tiers des infirmiers qui en sont satisfaits. Ce qui nous a surtout frappé, c'est quand on a pu comparer à notre norme IFOP de climat social, qui en fait traite aussi de la satisfaction à l'égard de sa situation professionnelle, mais sur l'ensemble des salariés français, et où l'on voit en fait que ce score s'élève à 74%, donc en fait celui des infirmiers est pratiquement inférieur de moitié, et on voit aussi que la forte insatisfaction chez les infirmiers est multipliée par 4 par rapport à l'ensemble des salariés français. Donc on voit qu'il y a vraiment un sujet sur cette cible spécifique. Et d'ailleurs, c'est des chiffres qu'on n'a pas forcément l'occasion d'observer dans beaucoup d'enquêtes à tel niveau. Je laisse Charlotte réagir. Oui, merci. C'est vrai qu'on a vraiment fait attention à poser les questions de la bonne manière. Parce qu'en fait, quand on fait des études, des enquêtes, évidemment, on peut avoir plein de chiffres, mais tout dépend de la façon dont on pose la question. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore posé cette question-là aux infirmières et aux infirmiers. Et on voit en effet qu'il y a presque un quart qui ne sont pas du tout satisfaits et seulement 3% qui sont très satisfaits. Ça parle aussi de l'élan qu'on a à vouloir devenir infirmière, parce qu'évidemment, quand un jeune se pose la question, il va sûrement questionner des infirmières, des infirmiers de terrain. Et voilà, vu ce que ça dégage, on se rend compte qu'en termes d'attractivité, on n'est pas forcément au maximum pour ce métier. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi personnellement, m'a vraiment pas mal choqué et pas mal alarmé pour notre belle profession et pour ce qu'on va appeler par la suite du coup une fuite dans ce métier-là. Alors on a observé un petit peu au niveau des différentes populations le détail de cette satisfaction. Donc si au global on est à 36%, on voit aussi qu'il y a un petit écart entre les hommes et les femmes. A priori, les hommes sont un petit peu plus satisfaits de leur situation professionnelle, mais bon, ça reste très largement minoritaire. Et au-delà de ça, on voit qu'il y a un gros sujet sur l'âge, à savoir que la satisfaction vis-à-vis de sa situation professionnelle semble se déprécier avec le temps. Plus que l'âge, c'est aussi une question d'ancienneté. Les deux se recoupent en réalité, donc plus on passe de temps dans le métier, plus la satisfaction à l'égard de ce métier se dégrade. Et on voit aussi qu'il peut y avoir un sujet, notamment par rapport à sa situation familiale, sa situation de couple aussi, où quelque part les célibataires ont tendance à être un petit peu moins satisfaits de leur situation, parce qu'il y a peut-être un facteur aussi de solitude qui peut rentrer aussi en ligne de compte, toujours dans cette logique de ne pas toujours séparer la vie professionnelle de la vie privée. Et donc la deuxième spécificité qu'on voulait mettre en avant aussi ici, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les infirmiers et infirmières libéraux, puisqu'ils ne sont que 32% à être satisfaits de leur satisfaction, de leur vie professionnelle, alors qu'on voit qu'il y a quand même des infirmiers, notamment hors structure hospitalière, qui sont légèrement au-dessus de la moyenne, donc plus 4 points. Et au niveau aussi, le rythme de travail joue énormément, puisqu'on voit qu'il y a quand même une meilleure satisfaction chez ceux qui n'ont pas de rythme de travail en décalé. Donc on voit qu'il y a un cumul de facteurs. Ouais, on voit en fait que la plupart du temps, c'est vrai qu'on questionne beaucoup les infirmières et les infirmiers hospitaliers. Et c'est vrai que là, dans cette enquête-là, on a vraiment questionné un grand échantillon et on s'est rendu compte qu'en effet, les IDL, donc les infirmiers libéraux, étaient vraiment délaissés, qu'il y avait une très grande souffrance. En plus de la solitude, comme tu disais,
chez les IDL, en fait, les infirmiers libéraux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est alarmant, et on verra plus tard qu'il y a vraiment des facteurs qui jouent en la défaveur des IDL. Donc c'est vrai qu'on fait souvent des focus sur les infirmiers hospitaliers, mais il ne faut pas oublier qu'on n'exerce pas qu'à l'hôpital, il n'y a pas que l'hôpital. Et c'est vrai que le Ségur, par exemple, s'est concentré sur les infirmiers hospitaliers, alors qu'il y a le privé et les libéraux qu'il ne faut surtout pas délaisser. Donc en parallèle de ce gros chiffre indicateur, on a aussi essayé de relever les éléments qui paraissaient les plus motivants dans l'exercice de leur métier. Donc on leur a posé la question, parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous motivent le plus dans l'exercice de votre métier. Et donc déjà, premier constat, on voit qu'il y a qu'un seul item qui obtient la moyenne en fait. 61% des infirmiers qui déclarent que ce qui les motive le plus, c'est la relation qu'ils peuvent développer avec leurs patients, suivi par une minorité d'infirmiers qui déclarent que c'est un métier qui met l'humain au centre de ses priorités, et puis ensuite les relations qu'ils entretiennent avec leur équipe. Donc déjà on peut voir que dans ce top 3, c'est toujours la dimension relationnelle qui est mise en valeur, derrière la diversité des soins et la technicité qui peut exister dans l'exercice de ce métier, le fait d'effectuer des missions variées. Et alors, un chiffre qui nous a assez marqué, c'est seulement 14% des infirmiers qui déclarent que c'est un métier qui est valorisant. Et donc, c'est un chiffre qu'on analyse plutôt comme une conséquence justement de tout ce qui ne va pas forcément aujourd'hui dans le métier, et qui montre qu'il y a quand même un fort désaveu entre les attentes et puis la promesse initiale et puis le vécu au travail. On est rentré ensuite plus précisément dans la satisfaction détaillée à l'égard de la situation professionnelle. Et donc là aussi, premier constat, sur les 14 dimensions que nous avons testées, il n'y en a que 5 qui obtiennent la moyenne. Pour qui les infirmiers sont en majorité satisfaits. Tout d'abord, le sentiment d'être utile, qui est quand même cité par 77% des infirmiers. La reconnaissance de leur travail aussi de la part de leurs patients, qui apparaît quand même importante. Et puis le niveau d'autonomie aussi qu'on leur laisse dans leur travail. Un petit peu en deçà, on a l'ambiance de travail qui arrive également. Et puis les horaires de travail qui contentent à peu près un infirmier sur 2. Au-delà de ça, on voit qu'il y a un véritable sujet, que ce soit dans les conditions matérielles d'exercice, sur l'équilibre entre la vie pro et perso, mais aussi des enjeux de reconnaissance, de rémunération également, ce qui est un petit peu le nerf de la guerre, mais pas que. Et puis surtout un chiffre qui nous a marqué et qui nous intéressera plus tard, c'est le fait que seulement 19% des infirmiers sont satisfaits de l'accompagnement qu'ils reçoivent dans la gestion de leur parcours professionnel. Et là encore, on a pu avoir la chance de comparer certains de ces items avec notre normifop de climat social. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'il n'y a aucun des items où les infirmiers sont plus satisfaits que l'ensemble des salariés. Au contraire, en moyenne, on observe un écart qui va de moins 7 points de satisfaction, par exemple sur le sentiment d'être utile, à moins 38 points pour ce qui est de la satisfaction à l'égard de l'accompagnement dans son parcours professionnel. Donc on voit que là encore, les infirmiers sont nettement moins satisfaits que l'ensemble des salariés sur beaucoup de dimensions de la vie professionnelle, et c'est un sujet qu'il faut traiter à bras-le-corps parce que les écarts sont quand même significatifs. Ensuite, on leur a posé la question de l'état d'esprit dans le cadre de leur travail, donc comment ils décriraient en fait leur état d'esprit quotidien lorsqu'ils travaillent. Et là encore, dimension assez frappante, c'est que en fait, on a posé à chaque fois les items en binôme, à savoir ce que vous sentez fier ou coupable, plutôt entouré ou plutôt isolé, plutôt serein ou plutôt stressé. Et là, on se rend compte qu'il n'y a que 2 items positifs qui ressortent en majorité parmi toutes les batteries testées. Et au-delà de ça, on a 55% des soignants qui se sentent isolés, 77% stressés, 73% incompris, 84% non reconnus, et surtout la quasi-unanimité d'entre eux, 94%, qui se disent fatigués au travail. Et donc, on a fait un petit exercice de récapitulatif à la fin, où on observe qu'en fait, il y a 70% des soignants, donc 7 infirmiers sur 10, qui déclarent plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs lorsqu'ils pensent à leur état d'esprit au travail. Donc, on le verra aussi par la suite, travailler dans des conditions de stress, d'anxiété, de se sentir non reconnu, ça peut aussi amener à des situations qui s'auto-entretiennent et qui sont de plus en plus difficiles à vivre pour les soignants. Je te laisse peut-être commenter. Ouais, juste pour la slide d'avant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de négatifs. Il y aurait beaucoup à dire ici.
Moi, ce que je trouve marquant, c'est le côté, si on prend les thèmes valorisés, avec seulement les 16%, on se rend compte que c'est un métier qui devrait, on devrait se sentir vraiment valorisé, reconnu. Puisque le métier infirmière, c'est quand même un métier où on est censé vraiment être au cœur de l'humain et on aide au quotidien de l'humain. Donc les 16%, c'est vrai que c'est assez alarmant. Et évidemment, les 94% de fatigués, donc quasi l'unanimité des infirmières et des infirmiers se sentent fatigués. Ce qu'on peut aussi projeter, c'est pour nous, pour nos proches, pour la société de manière générale, comment sont pris en charge les patients si les personnes qui s'en occupent sont fatiguées. C'est vraiment quelque chose d'alarmant et où tout le monde peut se sentir concerné, puisque si les soignants sont fatigués, ils vont forcément moins bien prendre en charge. Il y a un risque d'erreur qui est majoré également. Il y a vraiment ça à prendre en compte, en fait, et c'est pas juste des chiffres où on se dit les soignants sont fatigués, en même temps c'est normal, il faut un métier fatigant. Pas du tout. C'est qu'est-ce qu'on en fait après derrière, comment est-ce qu'on peut se projeter dans une santé en France où nos soignants, donc les infirmiers qui sont quand même la colonne vertébrale du système de santé en France, sont fatigués. Voilà, qu'est-ce que ça dit pour nous et pour nos proches? Donc là également, sans surprise, on voit aussi qu'au niveau de l'âge, il y a un enjeu. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont plus de 35 ans et plus qui sont ils sont un peu plus nombreux à citer plus d'éléments négatifs que positifs quand ils pensent à l'état d'esprit dans le cadre de leur travail. On retrouve aussi nos catégories célibataires. Et aussi, on a voulu mettre en lumière les aidants. Parce qu'on a pu le voir tout à l'heure, ça représente 36% des infirmiers qui sont actuellement aidants d'un de leurs proches, quand la moyenne française est 10 points en dessous. C'est en majorité des femmes également, donc ce qui fait écho aussi à la forte féminisation du métier. Et donc voilà, c'est toujours autant de contraintes et de prise en charge et de sollicitations qui viennent aussi brouiller un petit peu l'état d'esprit qu'on peut avoir au travail. Donc on comprend mieux aussi pourquoi seulement 14% des infirmiers nous disent que c'est un métier valorisant, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une situation de travail qui est particulièrement dégradée. Et on se rend compte ici aussi, dès que c'est entouré en bleu, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux. Donc là, en fait, on voit bien que plus on avance en âge, donc en ancienneté dans le métier, et plus on a des sentiments qui sont négatifs. Et il faut se rendre compte que les jeunes diplômés, donc qu'on soit en stage ou après jeunes diplômés, ils sont tutorés par ces personnes-là. Donc, essayez d'imaginer un petit peu comment est-ce qu'on peut être accompagné et se projeter dans un métier où les personnes qui nous encadrent ont des sentiments négatifs. Et forcément, ça se répercute sur les jeunes diplômés. Et évidemment, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Oui, on avait là aussi des différences qu'on observe à la fois sur la structure d'exercice et le secteur. Donc toujours pareil, on retrouve nos infirmiers libéraux qui sont plus nombreux en moyenne à citer plus d'éléments négatifs que positifs sur leur état d'esprit au travail. Et c'est quand même 10 points au-dessus de la moyenne, donc ce n'est pas rien. Et à l'inverse, on retrouve aussi ceux qui déclarent ne vivre aucune des situations de travail en rythme décalé ou en horaire atypique, qui sont un petit peu moins nombreux à citer d'éléments négatifs. Donc à nouveau, on voit que c'est à la fois symptomatique de la façon dont le métier est exercé, parce que forcément, on a besoin d'infirmiers les jours fériés, les week-ends, la nuit, etc. Mais c'est autant de situations qui construisent un cumul de fatigue et d'insatisfaction. Et on se rend compte qu'encore une fois, donc les IDEL, il y a le petit rond bleu qui marque ils ont encore plus de sentiments de négativité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on essaie de développer de plus en plus la médecine de ville, donc de soulager un peu les hôpitaux. Et on voit que comment vont pouvoir accueillir les libéraux s'ils se retrouvent dans des situations où ils ont beaucoup d'éléments négatifs. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte et se dire que si on veut soulager les hôpitaux et que derrière les libéraux ne sont pas mieux et voire pire, sont encore plus fatigués, épuisés ou encore plus de difficultés, c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner et sur lequel il faut être aussi alarmé. Alors là, c'est le dernier gros indicateur de cette première partie sur la satisfaction et l'appréciation du métier. On leur a demandé si avec du recul, s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière, ils choisiraient de nouveau le métier d'infirmier et d'infirmière. Et là, le gros constat tombe, 6 infirmiers sur 10 choisiraient de ne pas refaire ce métier s'ils en avaient la possibilité, dont 25% qui déclarent qu'ils ne le referaient pas du tout. Pour le coup, on n'a pas forcément de comparaison avec d'autres métiers sur cet indicateur, mais
bon, c'est plus d'un infirmier sur deux qui potentiellement ne referait pas le métier. Donc on voit vraiment que c'est une profession qui est quelque part désavouée. Et encore une fois, on voit la différence entre les promesses, les attentes au départ et la situation vécue qui tend à faire fuir ceux qui prennent soin de nous au quotidien. Ça, je vous avoue que c'est un chiffre qui m'a aussi beaucoup marqué en tant qu'infirmière. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais plutôt voté pour donc refaire ce métier, que je trouve être un beau métier. Et j'avoue, en voyant cette slide-là, quand il faut me la présenter, j'ai été assez choquée et assez dépassée. Et je me suis dit, en effet, c'est vrai qu'il y a un réel problème dont je ne me rendais même pas compte, alors que c'est vrai que je suis au contact d'infirmières au quotidien. Et je pense que là, c'est vraiment un chiffre qui est très, très alarmant et qu'il faut relayer dans le sens où si 60% des IDE ne rechoisiraient pas ce métier, encore une fois, qu'est-ce qu'ils disent de ce métier? Comment est-ce qu'ils forment les jeunes? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants, à leurs proches? C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Donc on voit qu'il y a un problème d'attractivité de ce métier et que voilà, on tend de plus en plus, et puis on y est maintenant, on peut le dire, vers une fuite de ce métier. De nouveau, on a fait le même exercice en fonction des différentes catégories de population. Ici, les chiffres qu'on a voulu mettre en avant, c'est à nouveau les aidants qui sont un petit peu plus nombreux que la moyenne à dire qu'ils ne rechoisiraient pas ce métier. Encore une fois, sans doute à cause d'un cumul de facteurs, on va dire. Et puis les 18-24 ans, qui pour le coup sont eux un petit peu moins nombreux, mais on peut dire que c'est normal parce qu'ils débutent. Donc heureusement qu'ils sont légèrement plus optimistes que la moyenne. Mais c'est quand même un chiffre qu'il ne faut pas sous-évaluer, parce que bon, chez les 18-24 ans qui justement débutent, on a quand même 1 sur 2 qui dirait qu'ils ne continueraient pas. Donc on peut déjà parier sur le fait que potentiellement tous ne finiront pas leur carrière en tant qu'infirmier ou infirmière. Je laisse peut-être Catherine répondre. Merci en tout cas pour ces résultats. Je salue vraiment votre travail parce que on a entendu les témoignages en début de présentation. Ça vient vraiment compléter le côté alarmant. Néanmoins, je salue ce que vous avez essayé de faire, c'est de trouver du positif en posant des questions au niveau de la satisfaction. Et ça, je pense que de ce fait, c'est très positif d'essayer de trouver du positif. Moi, malheureusement, si ça avait été au niveau de l'association SPS, au lieu de dire qu'il y a 36% de personnes satisfaites, j'aurais dit il y a 2/3 de personnes qui sont non satisfaites. C'est le côté à moitié vide, à moitié plein. Ça dépend comment on présente les chiffres. En tout cas, je trouve que c'est courageux d'avoir dit il y a 36% d'infirmières satisfaites. Moi, je dis plutôt il y a 66% d'infirmiers qui sont non satisfaits quand on connaît l'impact que ça a sur la qualité du soin. Le côté positif que vous allez essayer de mettre dans cette étude, moi, je trouve que c'est très alarmant. Les témoignages qu'on reçoit au quotidien, ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je ne vais pas répéter les chiffres, mais néanmoins, moi, quelques nouvelles données que j'ai pu constater, c'est la fatigue. On parle du stress, ça c'est sûr, 70%, on l'a vu dans vos chiffres, sont stressés. Mais la fatigue, on n'en parle pas souvent. Et c'est un critère qu'on ne mesure pas forcément, c'est pas forcément évident. On parle du sommeil, la qualité du sommeil. Mais la fatigue, c'est très subjectif. Et ça montre quand même derrière les conséquences d'être fatigué, certes sur la qualité du soin, mais aussi sur sa santé en général. Et puis quelque chose qui est très important, c'est la relation soignant-soigné. On en reparlera tout à l'heure. Et puis l'attractivité, quoi. Soignant-soigné, ils ne sont pas contents, donc ils ne promeuvent pas cette profession, donc attractivité nulle, quelque part. Et puis ensuite, c'est la perte de sens, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je pense que vous avez vraiment essayé de trouver tout ce qui était positif, en tout cas dans cette étude, mais malheureusement, moi, avec les témoignages en plus passés, je trouve qu'il y a, en tout cas dans ces premiers résultats, quelque chose qui est très alarmant. Alors, avant de passer la parole à Flora pour la suite, on va d'abord faire la dernière partie, enfin en tout cas en ce qui me concerne, sur les difficultés et problèmes de santé rencontrés dans l'exercice de son métier. Donc là, on a vu quand même pas mal d'indicateurs sur une situation de travail dégradée. On va voir qu'ici, il y a aussi un mal-être infirmier, des problématiques de santé aussi qui les concernent. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui a tendance à s'auto-entretenir. Et ensuite, on essaiera de challenger un petit peu avec des solutions et des angles un petit peu plus positifs, justement.
Donc voilà, on leur a posé dans un premier temps la question de savoir les difficultés majeures qu'ils rencontraient dans leur métier. Donc on a fait plusieurs batteries d'items séparés qu'on a ensuite regroupés en sous-totaux par rapport aux conditions de travail, à l'organisation du travail, aux répercussions physiques et psychologiques du travail. Et donc là, on s'aperçoit que sur l'ensemble des items testés, il y a quasiment 8 infirmiers sur 10 qui relatent des difficultés vis-à-vis de leurs conditions de travail, 72% sur l'organisation et aussi presque 7 sur 10 sur les répercussions physiques et psychologiques du travail. Donc c'est quand même une très très forte majorité d'entre eux. Au-delà de ça, on avait également établi un top 5. Donc déjà, la première difficulté qui ressort avant toutes les autres, c'est la surcharge de travail, qui comprend la charge administrative et le rythme de travail très soutenu, voire les pauses réduites ou nulles. On a ensuite en deuxième difficulté qui ressort la déshumanisation du soin et de la prise en charge des patients, qui du coup est un sujet du fait de conditions de travail difficiles et puis de rythme soutenu, ce qui fait qu'on a moins le temps pour la prise en charge, etc. On a aussi la dégradation de l'état de santé psychologique, qui est mentionné par 46% des infirmiers, donc presque un infirmier sur deux. Donc que cela est attrait au stress, à l'anxiété, au burn-out, voire de la dépression, et aussi accentué par le manque de sommeil, ce qui vient aussi entretenir les chiffres sur la fatigue qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, au-delà de ces chiffres qui sont vraiment les premiers en tout cas qui ressortent, on voit aussi qu'il y a un tiers des infirmiers qui relatent du manque de respect qu'ils rencontrent aussi parfois de la part de patients, des institutions et des pairs. Encore une fois, dans un jeu de valorisation par rapport aux institutions médicales et aux autres corps de soignants, d'autres corps de métier. Et puis un chiffre qui nous a particulièrement marqué, auquel on ne s'attendait pas forcément, ce sont 28% qui déclarent avoir peur de faire des erreurs. Et donc là, de nouveau, on est sur une logique où l'anxiété entretient aussi la peur de faire défaut dans la compétence, et le manque de temps ne vient pas non plus apporter du soutien là-dessus. Et comme le disait Charlotte tout à l'heure, on peut se demander si les soignants sont plus en capacité de pouvoir faire leur travail correctement, ou même si le mieux qu'ils peuvent ne suffit pas, ça devient de plus en plus problématique aussi pour les personnes qui sont soignées. Et donc ici, on a voulu aussi s'arrêter sur un chiffre notamment qui nous a fortement marqué, sur les conséquences physiques et psychologiques du travail. Donc c'était le dernier total qu'on a vu, qui est cité par 69% des infirmiers, et on se rend compte que cela concerne 80% des 18-24 ans. Donc il y a quand même 11 points de plus que la moyenne, et ça paraît particulièrement alarmant parce que, à nouveau, ce sont eux qui viennent de démarrer dans la profession, et donc on se dit qu'il y a peut-être un énorme écart entre la formation dans les IFSI et puis la pratique quotidienne et réelle du métier. Et donc déjà, s'il y a des conditions de travail qui sont dégradées psychologiquement et physiquement quand on est jeune, peut-être qu'aujourd'hui, en plus, avec les nouveaux enjeux sociétaux, etc., qui montent dans la jeune génération, les nouvelles exigences vis-à-vis du travail, etc., on peut s'interroger sur leur capacité aussi à tenir sur la durée, là où les aînés, finalement, ont perduré dans la profession. C'est vrai que jusque-là, les jeunes diplômés étaient plutôt moins importants à chaque fois dans les chiffres, et là, on voit que vraiment, ils ressortent en termes de pourcentage dans tout ce qui est conséquences physiques et psychologiques. C'est vraiment très alarmant, parce que c'est vrai qu'en termes de mesures qui veulent être mises en place par le gouvernement, on parle de mettre plus de places dans les IFSI, de mettre 2000 personnes en plus à la rentrée prochaine dans les IFSI. On parle aussi de faire une refonte de la formation, mais plutôt d'une partie théorique, parce que évidemment les pratiques évoluent. Mais c'est vrai qu'on se penche très peu sur l'aspect psychologique, humain, l'aspect vraiment bien-être en fait des étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et sur lequel il faudrait être alarmé. Et pour avoir échangé avec des cadres de santé qui sont formateurs en IFSI, ils disent qu'ils ne sont pas assez bien formés à bien accompagner les étudiants. Il n'y a pas que de la théorie. Il y a aussi vraiment le fait de prendre en compte qu'on arrive parfois très, très jeune, dès 18-19 ans, dans la jungle de l'hôpital, où on rencontre des situations qui sont vraiment très difficiles. Et pour cela, voilà, ils sont vraiment mal accompagnés, et on se rend compte que dans les chiffres, ça parle, puisqu'il y a des conséquences qui sont après physiques et psychologiques chez les étudiants. Et donc même si, depuis le début, on voit qu'ils tiennent un peu mieux, qu'ils sont un peu plus satisfaits, parce qu'il y a encore la réalité du début du métier,
on voit qu'en fait, physiquement, ils sont déjà abîmés alors qu'ils n'ont même pas encore 25 ans. Voilà, on voit aussi qu'il y a encore une problématique sur les infirmiers libéraux qui sont aussi plus de 10 points au-dessus de la moyenne, s'agissant des conséquences physiques et psychologiques du travail. Nouveau constat sur l'évaluation de son niveau de bien-être. Donc on leur a demandé aussi de se positionner en fonction de différents sujets, que ce soit l'alimentation, la quantité et la qualité du sommeil, mais aussi tout ce qui a trait aux relations sociales et à leur environnement proche. Donc pour parler d'abord du positif, on voit qu'il y a 97% des soignants qui déclarent qu'ils aiment passer du temps avec leur entourage ou leurs proches. Donc c'est quand même un petit peu rassurant sur le fait qu'on n'est pas sur un sentiment d'isolement plein et entier. 82% qui déclarent prendre du plaisir aussi dans leur quotidien en dehors du travail et 74% qui se sentent bien entourés. Hormis, encore une fois, la dimension relationnelle qui, on le voit ici, est très forte depuis le début de cette présentation. Il y a à peine plus d'infirmiers sur 2 qui déclarent manger équilibré, prendre du plaisir aussi dans son quotidien au travail. Et ensuite, on passe sur une minorité d'infirmiers qui déclarent prendre le temps nécessaire pour manger. 39% seulement qui déclarent bien dormir et 30% qui déclarent dormir suffisamment. On a ensuite fait le petit exercice récapitulatif en prenant en compte uniquement les 5 derniers items, donc à savoir en excluant un petit peu la variable dimension sociale, entourage et prise de plaisir dans le quotidien en dehors du travail, pour ne garder que ce qui a trait à l'alimentation, au sommeil et au plaisir dans le quotidien au travail. Et là, on se rend compte que les infirmiers qui se sentent en situation de bien-être sont minoritaires. Ça concerne que 4 infirmiers sur 10. Donc voilà, là, si on voulait vraiment poser le constat d'un mal-être infirmier, on y est, puisque ça concerne à peu près 6 infirmiers sur 10. On leur a ensuite posé la question du nombre de jours d'arrêt de travail depuis 2022, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on a l'occasion de pouvoir mesurer à l'IFOP sur l'ensemble des salariés français. Donc on leur a demandé si depuis 2022, combien de jours ils avaient été arrêtés dans le cadre de leur travail, même si ça peut prendre en compte des motifs qui soient d'ordre professionnel, personnel ou un accident de trajet notamment, ce qui peut peut-être davantage concerner les infirmiers libéraux qui sont aussi amenés à se déplacer dans le cadre de leur travail. Et on se rend compte que 60% des infirmiers déclarent avoir été arrêtés au moins un jour depuis 2022, ce qui est 10 points au-dessus de la moyenne des salariés français. Ce qui nous a aussi un petit peu alarmé dans le détail, c'est qu'on voit qu'ils sont un petit peu plus nombreux à être absents plus longtemps, donc moyennement un absentéisme moyennement long, c'est-à-dire entre 5 et 49 jours. Ils sont quand même 35% contre 27% des salariés français. Et surtout, en ce qui concerne l'absentéisme long, ils sont 14% à être arrêtés depuis début 2022, 50 jours et plus, quand ça concerne seulement 7% des salariés français. Donc on est passé en fait du simple au double. Et donc pour un nombre moyen de jours d'arrêt depuis le début 2022 qui est de 17 jours contre 9,7 jours en moyenne chez les salariés français. On peut aussi justement faire le constat que... du moins, il y a fort à parier que ce nombre de jours d'arrêt de travail peut être aussi sous-évalué par rapport aux besoins nécessaires, à savoir qu'il y a aussi des problématiques de remplacement qui peuvent se poser dans le cadre du métier d'infirmier qui font que potentiellement des infirmiers auraient dû s'arrêter, mais ne l'ont pas fait. Donc on peut imaginer que ce chiffre est encore plus élevé si tout le monde avait pu s'arrêter comme il se doit. Là encore, dans le détail, au niveau des catégories de population, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet chez les femmes qui sont en moyenne arrêtées 18 jours depuis début 2022 quand ça concerne 9,7 jours pour les hommes. Et puis on voit aussi qu'il y a une problématique chez les aidants qui sont arrêtés 19 jours en moyenne contre 16% pour ceux qui ne le sont pas. Et à nouveau, les infirmiers libéraux qui, eux, pour le coup, ne s'arrêtent que très peu. Alors, je laisserai Charlotte rebondir là-dessus, mais je pense pas forcément qu'il y ait... je pense pas que les infirmiers libéraux aient moins besoin de s'arrêter que les autres, mais on est plutôt sur des problématiques logistiques. Oui, clairement, s'ils s'arrêtent moins, les libéraux, c'est clairement parce qu'il y a un problème pour trouver des remplaçants. Et donc, même si les chiffres sont déjà alarmants comme ça, donc la moyenne des 17 jours, on se rend compte que si les IDEL, les infirmiers libéraux, s'arrêtaient à la hauteur de ce qu'ils devraient, forcément le chiffre augmenterait. Ça veut aussi dire beaucoup sur leur état. Donc on se rend compte que s'il y a vraiment un gouffre au niveau de l'arrêt des infirmiers libéraux, c'est qu'en fait ils travaillent parfois dans des conditions physiques
des conditions de santé qui sont dramatiques. Et donc, encore une fois, si on découle un petit peu sur la population et la santé des personnes dont ils ont la charge, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge correctement. Donc ce chiffre-là, on peut vraiment bien se projeter en se disant qu'il ne s'arrête pas suffisamment. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de culpabilité chez les soignants de s'arrêter, parce que plus il y a d'arrêts et plus en fait on se dit si demain je ne viens pas, qui va prendre en charge le patient? C'est quelque chose qu'on est beaucoup à s'être dit. Et donc, il y a ce sentiment de culpabilité, d'abandon qui fait que les personnes ne s'arrêtent vraiment pas à la hauteur de ce qu'ils devraient pour physiquement se respecter. Oui, et on voit que c'est un petit peu le même sujet aussi chez ceux qui travaillent en horaire atypique, donc en rythme de travail décalé, nocturne, fractionné, férié ou en week-end, puisqu'ils sont moins nombreux paradoxalement à s'arrêter par rapport à ceux qui, a priori, bénéficient de conditions de travail un petit peu plus conventionnelles, en tout cas en termes d'horaire. Et de nouveau, j'aurais aimé pointer le sujet des 18-24 ans qui s'arrêtent en moyenne 10 jours, qui se sont arrêtés en moyenne 10 voire 11 jours depuis début 2022, ce qui reste déjà au-dessus de la moyenne des salariés français qui est de 9,7 jours. Et alors, dernière partie sur les difficultés et les problèmes de santé pour les soignants. On leur a demandé les motifs en fait, de cet arrêt de travail. Donc sans surprise, on se rend compte que le Covid-19 est passé par là, donc 41% des soignants se sont arrêtés en raison de une ou plusieurs contaminations dues au Covid-19. C'est un chiffre qui, pour le coup, nous a pas paru particulièrement effarant dans la mesure où, chez la moyenne des salariés français, on est à peu près dans cet ordre de grandeur aussi. Bien sûr, ici, il s'agit d'une exposition vis-à-vis du métier, alors que chez les salariés français, c'est simplement d'ordre relationnel. Ils ont juste attrapé le virus. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé ici, c'était plutôt les 26% d'infirmiers qui déclarent s'être arrêtés en raison de risques psychosociaux. Donc, à nouveau, les situations de stress, le burn-out, la dépression, l'épuisement professionnel, le surmenage, la fatigue, et puis aussi, il y a eu quelques cas remontés de harcèlement professionnel, ce qui a plutôt trait aux relations hiérarchiques, où on a pu le voir et on le reverra, je pense, un peu après, qui ne sont pas toujours jugées particulièrement satisfaisantes. Et puis 15% aussi qui relatent des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les TMS, dont les hernies discales, les lombalgies, les tendinites, les capsulites, qui sont finalement des problématiques qui sont fortement rencontrées chez les infirmiers plus qu'ailleurs dans le monde du travail, parce que leur corps est leur outil de travail, et donc forcément en fin de carrière, et même pas forcément en fin de carrière, ça se ressent en fait. Et c'est ce qui va amener justement à une augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail, parce que quand on s'arrête et qu'on a un vrai problème, un dysfonctionnement physique, on n'est pas sur un arrêt de 2 semaines pour soigner un petit rhume. Et puis, un dernier point aussi que j'aurais aimé soulever, parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, dans la mesure où c'est une profession qui est fortement féminisée, il y a aussi des cas d'arrêt totalement légitimes pour ce qui est grossesse, complications de grossesse, fausse couche, congé maternité, FIV, PMA et les gardes d'enfants et de congés malades. Donc ça représente globalement 5% de l'échantillon, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui représente aussi un facteur supplémentaire qui, d'après nous, n'est pas forcément pris en compte suffisamment dans l'exercice du métier, parce que se greffe la vie professionnelle d'un côté avec la charge de tous ces patients, la vie familiale de l'autre, parfois la situation d'aidant, et en plus de ça, la charge familiale qui s'ajoute. Et je laisserai du coup Catherine conclure sur cette partie. Merci. Alors moi, je retiendrai un chiffre qui m'a marqué, c'est les erreurs médicales. Vous avez parlé de 28% d'erreurs médicales. C'est pas nos... Ils ont peur de faire des erreurs médicales. Donc je trouve qu'on est quand même dans le métier du soin. On est sur la santé des gens. Certes, dans d'autres professions, il y a aussi du burn-out, il y a aussi du stress, il y a aussi de la fatigue. Mais là, les conséquences, en tout cas sur le mal-être de cette profession, a des conséquences aussi sur les potentielles, en tout cas, erreurs médicales. On avait fait une enquête, nous, en 2015, au niveau de l'association, qui montrait que la souffrance psychologique, à 50%, pouvait mettre en danger la vie du patient, dans 50% des cas. Donc c'est vrai que c'est un chiffre, moi, qui m'interpelle, parce qu'un soignant qui va bien, c'est un patient qui est bien soigné. Mais encore une fois, on est dans la santé des gens, donc j'ai envie de dire, ça rigole pas, et on doit quand même faire très très attention à ça. Le deuxième, effectivement, élément qui m'a marqué, moi, c'est le taux d'absentéisme. 17 jours, c'est énorme par rapport à la population française. Et encore une fois, quand un
un soignant n'est pas là, une infirmière n'est pas là, c'est toute la chaîne, tout le parcours du soin qui est déstabilisé. Je rappelle quand même que les infirmières, c'est plus de 600 000 personnes en France, c'est la plus grande quantité de soignants en France. Donc, une infirmière qui n'est pas dans son service ou qui, en libéral, ne fait pas son métier, c'est derrière des patients qui sont mal soignés. Donc, le taux d'absentéisme est très, très important et de ce fait, le travail est reporté sur les personnes qui sont présentes. Et donc, on peut imaginer, même si on ne l'a pas encore dit là, que la relation et le temps passé avec son patient, de ce fait, est beaucoup moins important. Alors, on va passer maintenant sur une partie qui a plus trait aux solutions. Avant de voir les solutions qu'aimeraient voir se concrétiser les infirmières et les infirmiers, on leur a demandé de faire un petit bilan sur la politique gouvernementale. Donc, en fait, on leur a soumis différentes mesures qui ont été proposées par Emmanuel Macron, et on leur a demandé de nous dire s'ils jugeaient que ces mesures étaient efficaces ou pas efficaces. Donc vous voyez, on a fait un total efficace, donc soit plutôt efficace, soit tout à fait efficace à droite de l'écran. Premier renseignement, il n'y a aucune mesure qui est jugée majoritairement efficace. Le meilleur score qu'on a, c'est 49%, donc c'est vraiment pas élevé. Ça, c'est notre premier renseignement, donc ça veut dire que ce qui est proposé par le gouvernement, c'est pas suffisant, c'est pas jugé efficace. Ensuite, si on s'attache à regarder la hiérarchie, donc ce qui est jugé le plus efficace, c'est en haut du tableau. On a la formation de nouveaux médecins, la suppression du numerus clausus pour pallier le manque de médecins. Donc les deux premiers, on est vraiment sur déjà augmenter les effectifs, et pas uniquement de la profession d'infirmier, mais aussi du reste des soignants et notamment des médecins. Ensuite, les deux propositions qui sont jugées efficaces par la suite, c'est plutôt des choses qui vont étendre le périmètre du rôle des infirmiers, donc soit la création du métier d'infirmier en pratique avancée, donc un niveau de qualification plus élevé, ou bien également la refonte administrative du secteur médical pour donner plus de pouvoir décisionnel aux soignants, donc avec un rôle encore élargi. Et puis ensuite, en troisième niveau, on a deux items qui ont plutôt trait à la rémunération, donc d'une part la revalorisation du point d'indice de la fonction publique hospitalière, et puis ensuite la revalorisation de la rémunération du travail de nuit à l'hôpital. Alors attention qu'il n'y ait pas de malentendu, on voit que la rémunération finalement ça arrive en troisième position dans cette liste. C'est pas parce que c'est pas important pour les infirmières et les infirmiers, c'est plutôt parce que c'est pas jugé actuellement comme suffisamment efficace. Et puis une dernière petite précision sur cette question. On parlait d'étendre on va dire le périmètre qui est donné au métier infirmier. Ils sont plutôt pour, mais pour autant, il y a un bémol, et vous voyez, c'est l'item qui est tout en bas du tableau. Il y a une limite, c'est de ne pas le faire pour les infirmiers qui débutent leur carrière, notamment le fait de commencer à travailler pendant les études de santé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est jugé comme pas du tout efficace. Donc il y a quand même cette limite de dire on laisse quand même le temps d'apprendre correctement avant d'étendre le périmètre des compétences et de l'exercice. Pour la rémunération, ce qu'on peut avoir en tête, c'est on pourrait se dire tiens, ils sont pas contents, il y a eu le Ségur qui est passé par là, comment ça se fait qu'ils sont toujours pas contents? Le Ségur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, encore une fois, ça concernait les personnes dans la fonction publique hospitalière, et qu'on a tout juste rattrapé finalement le niveau de moyenne européen. Donc en effet, c'était pas non plus une mesure qui était révolutionnaire et à la hauteur du travail des IDE. Et encore une fois, là, on a questionné tous les infirmières et infirmiers dans tout secteur confondu. Donc il y a aussi les libéraux, les personnes dans le privé, qui n'ont pas du tout été concernés par les revalorisations salariales. Et pour les deux premiers items, donc formation de nouveaux médecins et suppression du numerus clausus, c'est des items qui sont presque évidents en fait et qui concernent seulement les médecins. Donc c'est pour ça que les infirmières et les infirmiers ne se sentent pas vraiment assez bien concernés par les mesures qui ne les visent pas eux personnellement, enfin professionnellement. Donc c'est pour ça que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui étaient la majorité de satisfaction. Si Catherine veut apporter une petite... Non, je trouve qu'il y a du travail. c'est ça que je regarderai, c'est qu'il y a des nouvelles actions à mener. J'ai envie de dire que ce soit au niveau collectif, au niveau institutionnel,
Mais je dirais aussi, et souvent quand j'ai des soignants qui vont pas bien, c'est aussi au niveau individuel. Ne pas toujours attendre de la collectivité, mais aussi se prendre en charge soi-même, prendre en soin soi-même, penser à soi. Là, en général, ça va un peu plus vite que d'attendre toujours en tout cas des actions collectives qui, pour certaines fois, n'arrivent jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein, mais il faut avoir à la fois des actions institutionnelles, collectives et individuelles pour essayer d'aller mieux. Et donc, on va passer maintenant à tout ce qui est levier d'action, que ce soit au travail et en dehors du travail, pour améliorer justement le vécu des infirmières et des infirmiers. Donc, si on reste d'abord au sein des structures médicales, on leur a proposé toute une liste de solutions. On leur a demandé de nous dire si jugait que c'était des solutions plutôt prioritaires, importantes mais pas prioritaires, ou secondaires. Et vous voyez que déjà, si vous regardez la couleur du tableau, il y a énormément de choses qui sont très prioritaires, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui arrive en premier lieu, si on cumule prioritaire ou important, l'augmentation des effectifs. Hein, donc ça, c'est une première chose, ne serait-ce que pour pouvoir être en arrêt quand on a besoin d'être en arrêt. Ensuite, il y a l'augmentation de la rémunération des infirmiers et des infirmières. Donc, comme on le disait, c'est un point qui est important. Et comme l'a souligné Charlotte, le Ségur est passé par là, mais ça concerne la fonction publique hospitalière. Et ce chiffre, il est encore plus élevé. En fait, cette attente de rémunération, elle est encore plus élevée au sein des personnes qui travaillent en libéral, justement parce qu'elles n'ont pas vécu ces revalorisations. Et puis, en fait, ensuite, il y a le fait de réduire la charge administrative qui vient aussi, quelque part, polluer le métier, l'exercice du métier. On n'a déjà pas le temps de faire bien les choses. Donc, en plus, il y a une charge administrative. C'est vraiment quelque chose qui est problématique. Vous le voyez ensuite, il y a quand même toute une série d'éléments qui restent très importants, notamment augmenter les moyens matériels et puis changer les méthodes de management et le fonctionnement des relations hiérarchiques. Et Chloé l'évoquait tout à l'heure. Tout ce qui a trait à des risques psychosociaux et des problèmes qui peuvent être liés justement au rapport avec la hiérarchie, voilà, il y a une attente qui est aussi très forte de ce côté-là. Je ne sais pas si Charlotte, tu veux ajouter Si, d'ajouter qu'en fait les solutions, parce que du coup là on parle de chiffres depuis le début, mais on tend vers des solutions aussi, doivent être prises en fonction des demandes de terrain. C'est vrai que souvent quand on voit les solutions, on se dit mais qui est-ce qu'ils ont concerté finalement pour avoir ce type de solution. Et là, on se rend compte que quand on questionne le terrain, en majorité, il y a des réponses qui ressortent, qui reviennent. Et donc, il faut vraiment se baser sur ces besoins-là pour mettre en place des solutions qui vont servir à quelque chose. C'est vrai que si on met en place des solutions qui ne sont pas forcément demandées par les infirmières, du coup, c'est vrai qu'on pédale un peu dans le vide et c'est vraiment dommage. Donc là, on a vraiment des réponses concrètes, des réponses de terrain, des demandes qui arrivent aussi en majorité chez les infirmières et les infirmiers, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et puis ensuite, on a aussi proposé des solutions pour tout ce qui est en dehors des structures médicales, voir ce qui pourrait aider les infirmières et les infirmiers à mieux vivre leur métier. Vous voyez ce qui arrive en top 3 des solutions. On a le fait de mettre en place des compensations matérielles, donc c'est par exemple prendre en charge la garde d'enfants ou octroyer des heures de ménage à domicile, donc pour soulager un petit peu justement tout ce qui a trait à la gestion de la sphère domestique. Et puis ensuite, on a développé l'accompagnement pour l'évolution professionnelle des infirmiers et des infirmières, donc on sent qu'il y a ce besoin quand même d'évolution et d'accompagnement, et puis le fait de bénéficier davantage grâce au statut infirmier, ce qui finalement permet par une porte dérobée d'arriver aussi sur le sujet de la rémunération. Si on a des avantages, ça permet de payer moins cher aussi certaines choses, donc il y a quand même ce sujet-là qui revient. Et puis on a aussi, alors c'est en dessous de la barre du top 3, mais je voulais le souligner, on a le fait de garantir une meilleure prévention de la réalité au sein des IFSI. Et ça, c'est quelque chose qui est plus fortement souligné par les plus jeunes qui se rendent compte justement du différentiel entre ce qu'on leur a, ce pourquoi on les a formés et puis la réalité. Et puis un autre point aussi, l'accompagnement administratif. Donc c'est la cinquième demande, mais qui est pour le coup bien plus attendue justement par les infirmiers libéraux qui sont un peu laissés
un peu laissées seules de ce point de vue-là. Et simplement pour revenir sur les compensations matérielles, c'est quelque chose qui, de manière très logique, est aussi beaucoup plus attendu par les infirmiers et les infirmières qui sont parents, puisque, on le disait tout à l'heure, la gestion de la sphère domestique, évidemment, quand on a des enfants, c'est encore plus complexe, et donc c'est des attentes qui sont encore plus marquées. Et on se rend compte qu'on parlait de reconnaissance tout à l'heure, la reconnaissance n'est pas que financière. Et là, on se rend compte qu'il y a un besoin de reconnaissance des infirmiers qui ont un métier particulier, qui ont un métier qui est usant, qui est prenant, et qui ne relève pas que la reconnaissance financière, mais aussi avec des avantages, des aides, etc. Là, c'est une petite conclusion de Catherine. Il y a des fondamentaux, hein, comme les effectifs. C'est vrai que quand on n'est pas assez pour travailler, c'est compliqué. Et la rémunération. Donc j'ai envie de dire, ça serait indispensable, et en tout cas nécessaire, mais pas suffisant. Donc on n'est même plus dans le nécessaire, là. Donc effectif, rémunération, ça me paraît incontournable. Et après, j'ai envie de dire, il y a une boîte à outils à créer pour accompagner les infirmières et les infirmiers dans leur quotidien. Cette boîte à outils, elle vient au niveau de leurs tâches, effectivement, au quotidien, qui soient les tâches au travail, mais les tâches hors du travail. Et je vais citer juste une infirmière qui me disait, moi, si je n'avais qu'à travailler, je serais en vacances. Si je n'avais à m'occuper que de moi et de mon travail, je serais en vacances. Donc il y a tout l'à côté. Et ça, il y a plein de solutions, hein, qu'il faut proposer, qu'il faut essayer de les soulager par rapport à toutes ces solutions administratives, autres, qu'on parle un petit peu d'attractivité par rapport à ça, qu'il faut essayer de développer. Elles sont multiples, elles sont compliquées parce que chacun va choisir un petit peu en fonction de sa personnalité et de ses besoins, et c'est ça qu'il faut rendre le plus visible possible. Et puis donc on va passer sur la dernière partie qui concerne l'accompagnement professionnel des infirmiers, et puis la manière dont aussi ils se projettent sur l'avenir de leur profession. Donc déjà, une partie bilan, on leur a demandé, ceux qui avaient déjà été informés de différentes possibilités d'évolution professionnelle, ceux qui avaient déjà été accompagnés par leur employeur pour bénéficier de formation, puis ceux qui avaient déjà effectué un bilan de compétences. Tout ça, on leur a demandé au cours des 2 dernières années. Donc on a pris une échelle assez large. Vous voyez les chiffres, à chaque fois c'est 22%, 16%, donc c'est vraiment rien de systématique, c'est moins d'une personne sur 4. Et si on fait un récapitulatif, c'est-à-dire une personne qui a, au cours des 2 dernières années, soit été informée sur son évolution professionnelle, soit a bénéficié de formation, soit a bénéficié d'un bilan de compétences, on est à 44%, donc c'est moins de la moitié. Ça veut dire qu'il y a moins de la moitié des infirmiers et des infirmières qui sont accompagnés au cours des 2 dernières années sur au moins une de ces situations. Et chiffre qui est encore plus alarmant, ce 44%, il descend à 32% quand on est auprès des infirmiers libéraux. Donc encore une fois, ça montre, ces chiffres-là montrent vraiment le manque d'accompagnement dans l'évolution professionnelle des infirmières et des infirmiers. Là, un des objectifs et une des solutions que nous on voit pour la rétention, ce que là on est vraiment dans l'objectif de retenir les infirmières et les infirmiers dans leur métier, c'est notamment de les aider à évoluer professionnellement au sein de leur métier. C'est vraiment une des solutions qu'on voit, c'est vraiment un besoin et une demande qu'ils ont aussi, de vouloir évoluer dans leur métier. On va le voir juste après qu'ils ont des difficultés, que ce soit financiers ou en termes d'information, pour le faire. Donc c'est vraiment une piste sur laquelle on s'oriente, parce qu'on se dit que voilà, les infirmiers sont déjà formés, ils sont déjà là, au lieu de se dire on va en former plein. En plus, comment on peut faire pour les garder, c'est vraiment un angle qui nous intéresse. Et puis justement, alors ça c'est une question qui est aussi qui a été ultra marquante dans cette enquête. On leur a demandé si vous deviez envisager une évolution professionnelle dans les années à venir, quel serait selon vous le parcours idéal? Le premier chiffre tout en haut, vous le voyez, c'est 21% qui nous disent souhaiter poursuivre le métier d'infirmier et d'infirmière là où ils l'exercent actuellement. Donc rester tel quel, c'est un infirmier sur 5. Donc vraiment pas beaucoup. Tout le reste, ils envisagent d'évoluer. Alors soit aller dans une autre structure, une autre spécialité, se lancer en libéral, mais c'est juste les 2 chiffres qui suivent, hein, donc c'est à peu près autant, on est à 22%.
Et ensuite, tout le reste, donc 57%, finalement, envisagerait une évolution professionnelle dans un autre métier que celui d'infirmier ou d'infirmière. Donc ça recouvre différentes situations. Soit des personnes qui pourraient envisager de se mettre à mi-temps infirmier et puis se lancer dans une autre activité à côté, que ce soit dans le secteur de la santé ou hors du secteur de la santé. Et puis, vous voyez le dernier chiffre, c'est les personnes qui souhaiteraient totalement arrêter le métier d'infirmier ou d'infirmière et se reconvertir dans un métier qui n'a rien à voir avec le secteur de la santé, donc vraiment des gens qui souhaitent totalement sortir du secteur de la santé, c'est 23%. Donc c'est un chiffre qui est encore plus élevé que les personnes qui souhaitent rester dans le métier tel quel exactement. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, un chiffre qui est un des plus marquants de l'enquête. C'est un chiffre qui est très alarmant, mais ce qu'il faut voir aussi derrière, notamment derrière les 23% qui disent « moi je suis partie dans complètement autre chose », c'est aussi, comme je disais un petit peu avant, c'est ce besoin d'information. C'est je veux partir faire autre chose parce que en fait, je ne sais pas comment rester et je ne sais pas comment mieux exercer mon métier, l'exercer différemment, l'exercer voilà, en respectant voilà, mes besoins, mes valeurs. Donc c'est un chiffre qui peut être décourageant, mais pour moi, c'est pas une fatalité dans le sens où, comme ils sont très peu informés de ce qui peut se passer après, il suffirait entre guillemets de les informer pour qu'ils puissent retrouver goût de leur métier. Et moi, c'est ce que je vois au quotidien chez les infirmières et infirmiers que j'aide à évoluer. Parfois, en fait, le fait de leur dire, mais en fait, tu peux exercer comme ça dans tel service, tu peux changer de structure, et bien, en fait, ils retrouvent goût à leur métier. Donc ce chiffre est alarmant, mais il y a vraiment des choses qui sont possibles de faire. Et puis justement, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, quand on leur demande, voilà, tous nos 57% qui souhaitent se diriger vers autre chose, on leur demande, alors ce serait plutôt sous quel format? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est du salariat, mais dans une autre structure? Bon voilà, on a un peu moins d'un tiers qui nous dit ok l'entrepreneuriat, un peu moins d'un tiers qui nous dit plutôt une structure mais en tant que salarié, et on en a surtout 40% qui nous disent ne pas savoir. Donc c'est vraiment, quand on parle de cette envie d'aller vers autre chose, c'est pas vraiment une envie d'aller vers autre chose, c'est plutôt un besoin de fuir le métier en tant que tel. Et donc comme le disait Charlotte, en fait finalement c'est peut-être amener les infirmiers à rester aussi, à mieux vivre leur métier et pas forcément en partir nécessairement. On l'a entendu au tout début dans l'audio, il y avait une infirmière qui témoignait de ça, témoignait de fuir son métier à contre-cœur. Et ça, c'est quelque chose que je vois vraiment au quotidien, des personnes qui aiment leur métier, qui aiment toujours leur métier en soi, mais qui, à cause des conditions de travail, le fuient. C'est vraiment quelque chose qui est hyper touchant, parce qu'on se dit, voilà, le métier, c'est un beau métier, j'aime mon métier, mais je le fuis en fait, et je le quitte à contre-cœur. Et donc là, les 40%, on voit qu'ils sont là. Ils se disent, je ne peux plus exercer comme ça parce que je suis trop fatiguée, trop abîmée, trop épuisée, donc je le fuis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est qu'on ne quitte pas son métier toujours, malheureusement, en connaissance de cause. Et si on savait toutes les autres façons dont on pourrait l'exercer, sûrement qu'il y aurait plus d'infirmières qui resteraient infirmières. Et puis également, il y a aussi toute une série de freins qui sont liés à l'évolution professionnelle. Et là, on est sur tous ceux qui souhaitent évoluer, c'est-à-dire ne pas rester pile poil dans leur métier. Donc ça, on a posé aussi la question aux infirmiers, aux infirmières qui souhaitaient peut-être simplement changer de structure ou passer en libéral. Mais il y a quand même des craintes qui sont liées à cette évolution. Donc il y a toute une série, hein, vous voyez la liste. Ce qui arrive en premier lieu, c'est avant tout les contraintes financières qui sont liées à des contraintes de temps, c'est-à-dire se dire j'ai pas les moyens de financer une nouvelle formation et puis je peux pas me permettre d'arrêter de travailler pour reprendre une formation. Donc ça c'est très lié et c'est le premier frein. Ensuite il y a une forme de découragement, de crainte sur l'avenir. On l'a dit, l'envie de faire autre chose, c'est pas vraiment l'envie de faire autre chose, c'est surtout le besoin de fuir une situation de travail qui ne convient plus. Donc il y a aussi des craintes de se dire est-ce que finalement ce changement il va m'apporter ce que je recherche ou pas, je ne suis pas sûre de retrouver une bonne situation, ça impliquerait de repartir de zéro, donc c'est compliqué. Il y a un manque de confiance en soi, est-ce que par où je commence en fait, je ne suis pas sûre d'avoir les capacités de faire autre chose, je ne suis pas sûre d'être capable d'engager un tel changement. Il y a aussi un manque d'envie, d'inspiration, donc ça fait écho aux 40% qui ne savaient pas vraiment sur quoi s'orienter, puisque encore une fois, ce n'est pas tout d'un coup une nouvelle vocation qui émerge, mais plutôt un besoin de partir. Et vous le voyez, malheureusement, ça arrive seulement en dernier motif, le fait de se dire finalement je suis quand même attachée soit à mon activité, soit à mon environnement de travail, mes collègues. Finalement, c'est une raison qui est très minoritaire dans tous les freins
dans tous les freins à l'évolution professionnelle des infirmiers et des infirmières. Et c'est vrai que dans les solutions, moi j'essaie toujours de trouver des solutions, de proposer des solutions qui soient le plus économiques, le plus simple en termes d'énergie pour tout le monde et de faire vraiment des choses qui sont accessibles. Et là on se rend compte qu'il y a une difficulté d'accès à l'information et pour avoir des retours d'infirmières, d'infirmiers au quotidien. Je sais que parfois il y a des personnes qui vont voir des responsables formation, donc au sein d'hôpitaux, et qui se prennent des portes réellement parce que voilà, on leur répond non, tu ne seras pas capable, ou c'est trop compliqué, ou... Donc c'est des personnes qui sont responsables de formation, donc c'est quand même leur rôle. Ils ont en face d'eux des soignants qui sont motivés à évoluer, qui ont des envies vraiment de rester, hein, donc d'évoluer, et qui arrivent quand même à les dégoûter de ça. Et donc forcément, après ça, bah, voilà, ça ne donne pas envie d'évoluer, et du coup, c'est pour ça aussi qu'on quitte le métier. Donc en termes d'action simple à faire, entre guillemets, ce serait de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont motivées, qui veulent évoluer. Comment est-ce qu'on les aide à évoluer et comment est-ce qu'on fait pour les garder un maximum? Pardon, j'ai coupé si Catherine veut apporter un commentaire. Oui, peut-être un petit mot sur effectivement la fidélité. Moi, c'est peut-être c'est comment on arrive avec nos soignants qui soient fidèles à une structure ou un métier. Ça, c'est le gros enjeu. On a parlé beaucoup d'attractivité, mais là, on est vraiment dans le maintien en poste des personnes qui sont encore un peu motivées à faire du soin. Et ça, pour moi, c'est vraiment comment on redonne du sens au métier. Alors, Charlotte, tu parlais de formation, mais déjà, alors je ne suis pas en train de défendre forcément les managers ou les responsables de formation, mais ils sont déjà dans une structure où il y a un tel taux d'absentéisme qui se mettent aussi en disant, bah, si j'envoie les gens en formation, bah, je vais encore avoir plus d'absentéisme. Donc, c'est un cercle vertueux, vicieux, comme on peut l'imaginer. Donc, on parlait tout à l'heure d'effectifs. C'est vrai qu'il y a un manque d'effectifs. On n'a pas trop parlé de management, mais comment bien manager quand une équipe est déjà en manque d'effectifs? Comment redonner du sens au travail alors qu'il n'y a plus de temps passé avec le patient? Donc on a toutes ces solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre? On a les études, on a les recommandations, comment on agit. Hein, Charlotte, tu vas en parler. Charlotte, sur toutes les actions que vous mettez en place. Chacun, au niveau associatif aussi, a des actions à mettre en œuvre. Il faut absolument, effectivement, redonner du sens au travail de soignants pour qu'ils évitent, comme vous l'avez dit, de fuir, puisque là, on n'est même plus dans le combat. Quand il y a combat, il y a soin, même s'il y a mal soin. Mais là, on est dans la fuite des métiers du soin. Et là, c'est vrai que c'est alerte rouge, parce que fuite des métiers, il n'y a plus de soins. Donc, la santé de nous tous est mise à mal. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et il faut absolument essayer de redonner envie en fait, aux soignants à continuer à exercer ce très beau métier, comme ils disent, de dire je suis partie parce que j'en pouvais plus. Ils ont besoin d'être accompagnés parce que, en fait, souvent, c'est des appels de détresse et ils n'ont même plus le courage de changer. Parce que pour changer, il faut avoir du courage, il faut encore avoir de l'énergie. Et on voit que le degré de fatigabilité, c'est 95%. Voilà, c'est compliqué. Donc, il y a absolument besoin d'accompagnement, de rompre cet isolement aussi pour certaines, qui les rend tristes, qui les rend malheureuses, qui les rend stressées. Et il faut absolument être accompagné et rompre cet isolement. Et puis justement, on arrive à la conclusion. Donc, je vais laisser la parole à Betty et Charlotte. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, on pourra écouter les questions, enfin répondre aux questions s'il y en a. Bon, alors moi, j'ai juste quelques réflexions sur l'étude, toujours en tant que média et qu'observateur. Je veux juste rappeler une chose que l'on sait, mais qu'il est bon de rappeler, c'est qu'on vit aujourd'hui une période charnière, voire révolutionnaire dans l'évolution du métier infirmier. La crise du Covid a mis sous les projecteurs les soignants. Elle leur a ouvert une voie d'expression qui est unique et inédite. Et cette crise, en fait, elle a ouvert la boîte de Pandore de leurs souffrances et de leurs revendications. Et aujourd'hui, les infirmières et infirmiers peuvent être entendus
Et c'est normal, et c'est ainsi, ils veulent se faire entendre. Et ce qu'ils ont à dire, ben, ça vient de très 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 loin. Et notamment sur l'urgence de leurs conditions, de l'amélioration de leurs conditions de travail pour prétendre à une meilleure qualité de vie. Cela passe par une meilleure compréhension du métier et sa revalorisation profonde, mais pas seulement financière. Et du coup, cette demande de reconnaissance, elle est d'autant plus prégnante, comme je l'ai dit, qu'elle vient historiquement de loin. On commence tout juste à casser l'image d'Épinal qui est attachée au statut de la profession, qui est celle de l'infirmière dévouée, voire sacrificielle, soumise à l'autorité médicale. Et je note sur ce point, par exemple, que dans l'étude, une grande part des mesures gouvernementales déjà entérinées laissent encore très insatisfaits. Cependant, les pistes de progrès initiées en termes d'interprofessionnalité, de délégation de tâches, d'évolution de statut et de plus grande implication dans le management trouvent effectivement écho. Les résultats de cette étude, pour moi, confirment ce que l'on sait aujourd'hui et ce que l'on ressent, c'est que les infirmières et les infirmiers ne cherchent aujourd'hui ni laurier, ni compassion. Ils veulent être compris et reconnus dans ce qu'ils font et attendent pour cela des solutions véritablement concrètes. Merci beaucoup Betty pour cette conclusion. De mon côté, je pense que pour conclure, on pourrait reprendre les trois pistes de solutions des infirmières et infirmiers eux-mêmes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, les effectifs ressortent beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est très concret, une demande qui est vraiment très concrète et très forte. La rémunération également, et tout ce qui est charge administrative. Donc tout ce qui est, comme on parlait un petit peu tout à l'heure Catherine, tout ce qui est l'à côté en fait de votre métier. Et on voyait que tout à l'heure dans les chiffres que l'humain est quelque chose qui est important pour les soignants. Pourquoi on devient infirmière? Pourquoi on devient infirmier? Parce qu'on aime l'humain, que ce soit les relations avec le patient, les relations avec l'équipe également. Et c'est vrai que dans les chiffres, il y avait aussi 60% d'infirmières qui disaient que leur critère motivant, c'était la relation avec le patient. Et 75% qui disaient que ce qui est important pour elles, c'était la reconnaissance au travail par le patient lui-même. Donc il y a vraiment ce côté relation qui est important, donc il faut tenir compte aussi dans les mesures qu'on va mettre en place. Donc voilà, tout ce qui est au sein des IFSI, on en a parlé, mais pour moi c'est important en fait dès le départ, dès le démarrage en fait d'avoir des bonnes bases. Si au départ en fait la personne n'est pas bien accompagnée dès l'institut de formation en soins infirmiers, ça ne fera pas forcément un bon professionnel qui derrière ne pourra pas bien accompagner. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur les instituts de formation en soins infirmiers et pour cela, mieux accompagner aussi les cadres de santé qui vont accompagner ces étudiants. Dans le management aussi, donc même si les cadres de santé sont également épuisés, on n'a pas en parlé parce qu'on parle beaucoup des infirmières et des infirmiers, mais les cadres sont également épuisés et on a toujours quelqu'un au-dessus de soi en fait finalement qui nous bride. Mais c'est vrai que le management c'est quelque chose qui est vraiment une piste sur laquelle il faut se pencher. Donc un meilleur management, une meilleure collaboration, on va dire, dans l'équipe, de quitter ce management un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, mais vraiment d'avoir quelque chose de collaboratif. C'est vraiment une piste sur laquelle on peut se pencher. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Bonjour, je m'appelle Marina Kolesnikov. En fait, c'est plus un témoignage qu'une question, mais ça va déboucher sur des questions, c'est sûr. Moi, je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle M-Soigner, pour justement les professionnels de santé. Et je peux témoigner qu'effectivement, c'est très difficile, en fait, de faire rencontrer l'offre et la demande. Alors, on est sur des axes en plus de prévention. On fait des formations, prévention burn-out, prévention des troubles du sommeil. Donc, il y a forcément une attente. Là, je l'ai entendu. Mais c'est vrai que pour nous, organismes de formation, pourtant on rentre dans un dispositif que beaucoup connaissent ici, forcément, le DPC. Normalement, tout ça devrait être accessible, facile, mais c'est vrai que organiser la formation, je pense, pour un infirmier, c'est surtout en milieu hospitalier, c'est super compliqué.
Parce que quand on arrive à être en contact avec une personne qui souhaite se former, le premier truc, c'est de dire « mais oui, mais ça va être très compliqué, comment on fait ?» Et on note qu'il y a entre la demande, le souhait et le fait d'accéder à cette demande, il se passe des mois et des mois. Donc, on laisse tomber, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Juste par rapport à ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'effectif. Donc, nous, on fait aussi des ateliers d'1 heure, hein, donc on n'est même pas sur une journée. Ils disent, ben, non, je ne peux pas sortir, moi, mes personnes du soin, parce que s'il n'y a personne qui soigne, ben, c'est la santé des personnes qui est mise à mal. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est volontaire, sauf que on revient sur le manque d'effectifs. Tant qu'il n'y aura pas assez d'effectifs, on ne pourra pas sortir les gens pour se former. Donc, c'est très compliqué. Il y a une vraie volonté, comme vous dites, de se former à l'alimentation, à l'activité physique, au sommeil, au harcèlement, à l'hypnose, à la méditation. Tout ça, ça a été bien identifié, sauf qu'il faut qu'elles le fassent en dehors des heures de travail. Donc vous voyez déjà la charge de travail qu'elles ont, plus les à côté, fait que finalement, il y a peu de formation, et alors c'est vraiment réservé dans des horaires qui sont le soir, le week-end, enfin c'est compliqué. On propose ce type d'horaire, effectivement, en soirée, le week-end. Mais vous parlez aussi d'un problème d'information. Ils ou elles ne se sentent pas informés. Alors, est-ce que aussi les médias sont là, quoi? Comment est-ce qu'on informe sur la formation? Ça, Et effectivement, juste pour vous répondre sur les médias, avec les téléphones mobiles, c'est un petit peu plus pratique. Parce qu'effectivement, les infirmiers, pendant leur service, ils n'ont pas accès à des ordinateurs. Donc maintenant, tout ce qu'on peut envoyer comme newsletter, comme news, voilà. C'est dans les arrêts de jeu, on va dire, du service. Alexis Bataille, infirmier, mission ministérielle santé des soignants. Merci d'abord pour cette enquête qui spécifie davantage qu'on a proposée dernièrement dans une consultation nationale qui a recueilli près de 50 000 réponses. Effectivement, les infirmières constituent un petit peu notre public favori, parce que c'est l'architecture centrale du système de santé. On sait qu'il y a un réel défi d'attractivité sur cette profession, et d'autant plus, vu le caractère difficile dans lequel les infirmiers ont été plongés suite à la crise Covid. Ce que vous avez évoqué, moi je trouve que c'est très intéressant, notamment sur l'aspect de relation entre l'offre et la demande. Et en fait, ça constitue la deuxième étape de cette mission, qui est celle qui a été lancée il y a 2 semaines, un appel à projet d'initiative individuelle ou collective, qui va nous permettre justement, à un moment donné, de constituer ce catalogue de bonnes pratiques et d'initiatives probantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, vous, Charlotte, moi je vous découvre aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Catherine Cornibert, parce que je n'ai pas accès à SPS, on se connaît à travers différents colloques, mais je ne connais pas vraiment. Les initiatives qu'on m'a montrées ce matin et les différentes interfaces, je ne les connais pas. Donc ça veut dire que, comme vous le dites, effectivement, il y a un manque d'information sans doute aussi parce que les infirmiers ne sont pas acculturés à aller chercher de l'information, que ce soit sur le plan académique ou sur un plan plus général, les infirmiers ne sont pas acculturés à cette démarche. Et dans les établissements, on ne leur apporte pas forcément tous ces éléments pour plein de raisons. Parce que eux-mêmes, les services RH, n'ont pas cette culture du service et du soin auprès des professionnels de santé. Donc ça veut dire qu'au-delà d'un catalogue qui sera éventuellement créé après cette mission, nous tous, infirmiers et professionnels de santé dans leur ensemble, on doit être en capacité, nous, de créer et de modifier ce paradigme qui est celui non plus du service à l'autre, donc patient, mais du service tout court. Et à l'hôpital et dans tous les établissements de santé, c'est pour ça que ce genre d'événement, c'est important, parce que ça permet de fédérer tout un ensemble. Nous, on doit être en capacité de transformer ce paradigme. Ça veut dire qu'au milieu de tout ça, pour les paramédicaux, qui sont la population la plus sensible dans les établissements de santé, on doit aussi faire preuve d'un leadership qui, pour l'instant, est presque partiel, voire totalement éteint. Au-delà des ordres, au-delà des syndicats, nous, tous, individuels ou collectifs, on doit faire preuve d'un leadership qui soit institutionnel, politique,
Et donc la prise de parole, la visibilité politique et institutionnelle, elle doit faire partie de notre nouveau credo pour nous paramédicaux. À titre d'exemple, sur la mission, je suis le seul paramédical. Nous sommes 3, 2 médecins, un paramédical. Et dans l'ensemble des missions ministérielles ou au niveau du ministère, il y a peu de paramédicaux, hormis une conseillère paramédicale placée auprès du ministre de la Santé. Donc ça veut dire des choses importantes, mais si on veut être en capacité de pousser et de porter une voix qui est finalement très importante, nous-mêmes, infirmiers et paramédicaux, on doit faire preuve de leadership et s'installer durablement dans ce paysage. Merci encore à Charlotte et à Catherine pour l'invitation. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est un combat que je mène aussi, qui me tient à cœur, c'est de donner plus de poids aussi, en effet, aux métiers d'infirmière et d'infirmiers. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait commencé un partenariat avec Betty, donc infirmier.com, suite à la rédaction d'un article que j'avais écrit sur les masters infirmiers. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant énormément, c'est inscrivez-vous en master. Maintenant, on a un diplôme qui est reconnu niveau licence, on peut s'inscrire dans des masters, dans le domaine de la santé notamment. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de pousser un maximum celles et ceux qui le souhaitent à démarrer des masters, notamment dans le monde du management, dans la politique aussi, de ne pas avoir peur en fait, de se lancer. Et en effet, je pense que c'est une des clés aussi, une des solutions, de ne pas tout attendre du gouvernement non plus, et de ce qui peut être mis en place, mais de soi-même aussi s'investir et de devenir le ou la politique, justement, la personne qui va faire bouger les choses. Donc merci. Alors moi je suis Aurore, infirmière puéricultrice depuis 20 ans. Je voudrais revenir par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la majorité des soignants, mais qu'on n'est pas forcément, enfin moi je me sens déconnectée un petit peu en effet des hautes sphères qui décident et qui mettent en place des choses. C'est vrai qu'on n'avait pas toujours la culture d'aller se former ou d'aller chercher des informations, et en même temps, moi je trouve que j'ai beaucoup plus facilement trouvé des informations par biais de la page Facebook Charlotte K, enfin, voilà, que des instances. Quand on demande des formations auprès de nos supérieurs, il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de financement. Je travaille dans le privé. J'ai réussi à me faire financer une formation qui était très coûteuse, que j'aurais pas pu me financer personnellement, contrairement aux autres, parce que je suis dans un cadre semi-public-privé, et donc le public a accepté en fait de financer la moitié de la formation, et ce qui m'a permis parce qu'il a débloqué le financement par mon employeur personnel. Et c'est vrai que voilà, on a beaucoup d'obstacles qui nous sont mis, et quand on veut, tout en gardant un pied dans l'hôpital, s'éloigner un petit peu et créer quelque chose de différent, il y a aussi toutes ces barrières qui sont, vous ne pouvez pas vous installer en libéral parce que je suis infirmière puéricultrice, donc il va falloir s'installer autrement. Si vous passez par cette voie-là, non, vous n'êtes plus du tout dans le cadre légal. Enfin, il y a toutes ces barrières en fait qu'on nous met aussi, et on voudrait juste continuer en effet à prendre soin, parce que moi je ne veux pas le quitter, ce métier, parce que ça me fait mal au cœur de le quitter, parce que je sais que je l'ai fait pour les raisons qui sont toujours là, mais malgré tout, ce qu'on me propose, ce qu'on me demande de faire aujourd'hui, c'est pas possible, ça va pas en fond, ça va pas avec mes valeurs. Et c'est là aussi où il faut que les institutions politiques entendent aussi un petit peu peut-être les difficultés du terrain. C'est que nous aussi, on veut bien, en effet, être force de proposition, on veut bien participer à des choses, mais il faut aller rencontrer les gens sur le terrain, en fait. Il faut aller un petit peu nous voir et nous demander ce qu'on veut. Et enfin voilà, merci pour le questionnaire, parce que moi, j'ai trouvé juste formidable de pouvoir donner vraiment ce qu'on ressent. Donc merci beaucoup. Et voilà. Et moi, je veux bien participer à des choses pour faire bouger et qu'on puisse continuer à être bien dans notre profession. Merci. En effet, c'est aussi notre rôle en tant que média de relayer, de faire le lien entre les institutions et les infirmiers, parce que chacun a aussi son discours, son langage, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, de dégrossir, de rendre les choses les informations, on va dire, plus simples et plus faciles. Oui, je voulais vous dire sur quelque chose. Vous parliez effectivement de cette difficulté d'y voir clair sur la façon d'aller trouver une formation, quelle formation, comment. Alors, Charlotte, effectivement, est claire sur une partie, mais je sais que sur notre site, les lecteurs sont extrêmement demandeurs d'infos pratiques là-dessus, parce qu'on essaie de servir
le plus souvent, mais c'est vrai que c'est quand même encore très touffu, très dense, et ça demande une certaine digestion, une certaine simplification, explication, et y compris pour les plus jeunes, ceux qui commencent dans le métier. C'est un vrai travail de pédagogie qu'il faut pour mettre une sorte de filtre par rapport à la complexité de ce qui est proposé. Et parfois, il y a des voies intéressantes, mais elles ne sont pas connues. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis le fondateur de Race Minify et je suis créateur de contenu en sciences infirmières justement. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est super important parce qu'aujourd'hui on est sur un momentum où les infirmiers ne s'intéressent plus à leur profession. On se rend compte que quand on compare avec le Canada, les infirmiers ont des temps de recherche pour justement se former. Aujourd'hui on ne se forme plus du tout et les infirmiers délaissent complètement les médias. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer justement dans la transmission de savoir et de redonner envie aux infirmiers, en rentrant chez eux, de peut-être consulter des choses sur leur métier, de continuer de se former. Et c'était vraiment important parce que je sais que des personnes ont soulevé le fait que les informations sont plus accessibles. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de revues paramédicales qui sont toujours d'actualité, mais qui sont très intéressantes, mais qui sont délaissées, tout simplement parce qu'elles sont moins accessibles, parce qu'elles sont payantes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire justement sur les médias. Et je pense que justement, pour répondre à votre question, on est en plein changement, il y a beaucoup de choses à faire pour communiquer, je pense que les choses sont en train de se faire, mais qu'on peut vraiment tous avancer là-dedans et pousser justement les infirmiers à continuer à se former, à s'intéresser, parce qu'en fait on a aussi un désintérêt total pour la profession. En rentrant chez eux, les infirmiers veulent déconnecter et veulent profiter de leur famille et ne plus avoir à faire justement aux sciences infirmières. Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, quand on regarde les études qui sont faites sur notre newsletter, qu'on envoie par notre newsletter hebdomadaire ou les newsletters spéciales, en fait, les pics d'audience sont à des moments où les infirmiers sont au travail, en fait. Mais c'est à leur pause, c'est à leur moment de pause. Et d'ailleurs, ça montre le décalage des pauses des infirmiers par rapport aux autres professions. C'est parfois des heures improbables pour les autres professions. Et effectivement, il y a ça. On remarque ça. Donc, les infirmiers et infirmières sont demandeurs d'informations, mais je pense d'un certain type d'informations sur des canaux particuliers qui vont vite. Ils sont assez demandeurs aussi sur les réseaux sociaux d'informations rapides, d'informations didactiques et aussi d'informations longues, parce que je sais que de notre côté, même quand on communique sur des informations institutionnelles ou des choses qui relèvent de l'évolution des statuts, etc., c'est assez suivi, c'est assez lu. Donc il n'y a pas d'indifférence. Je ne pense pas qu'il y ait de distanciation par rapport à l'information. Simplement, il faut savoir viser dans quel créneau par les médias et puis surtout simplifier aussi, c'est vrai, faire de la pédagogie sur certaines informations qui arrivent en brut sont pas perçues. On a vu ça au moment des présidentielles aussi. Les articles qui intéressaient, c'était quand on décryptait un peu plus loin les programmes et ce qui concernait les soignants, plutôt que de balancer ce qui était balancé en brut par les institutions. S'il n'y a pas de questions, on va vous proposer 10 minutes de pause. Et ensuite, restez, parce qu'il y aura un moment fort avec Yanis Constantinides, qui est philosophe, qui est membre du comité d'éthique de France, qui va nous proposer une conférence très inspirante en rapport avec le sujet sur le bonheur au travail. Donc, j'espère que ça va un peu élever, en tout cas, le pourcentage de satisfaction au travail. En tout cas, il apporte sa vision philosophique qui est très intéressante. Donc, revenez dans un quart d'heure maximum dans l'amphithéâtre. Et ensuite, je vous donnerai rendez-vous à 13h15 précisément pour ouvrir le forum professionnel cet après-midi pour les infirmiers. Et cet après-midi, il y a plein de surprises avec tous les ateliers qui vous seront proposés pour vous ressourcer, pour vous donner plein de bonnes choses, pour retrouver un petit peu de sourire et de bonheur. Voilà. À tout de suite dans un quart d'heure dans l'amphithéâtre pour le bonheur au travail.